Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour une présentation sur la question de la Smart City, de l'intérêt général et des data de manière plus large. Je m'appelle Jean-François Lucas, je suis sociologue chez Chronos. Chronos, on est une association et on fait des études sociologiques, on fait du conseil en innovation, on fait de la prospective. Pour le dire clairement, on a des activités de conseil auprès d'entreprises et de collectivités publiques. On travaille sur beaucoup de thématiques. Historiquement, c'est un cabinet qui fait de la mobilité. Aujourd'hui, on se diversifie un peu. On est quelques-uns, dont moi, à travailler plus sur la question de la Smart City de manière générale. Chronos, on a fusionné au début d'année, de manière administrative du moins, on a toujours notre marque, avec un autre cabinet qui s'appelle Auxilia, qui fait du conseil en développement durable avec plein de questions sur des questions d'alimentation, d'énergie, etc. Je le précise parce qu'en fait, nos deux structures appartiennent à un plus grand groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui est la première association d'Europe d'économie sociale et solidaire. Et donc je le note vu qu'on est au Canot aujourd'hui, donc merci pour l'accueil ici. Je suis également chercheur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où j'étais chercheur à temps plein avant, et aujourd'hui je suis toujours attaché au laboratoire de sociologie urbaine. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur moi. J'ai préparé une présentation, c'est pas... Enfin vous allez voir, il y a un peu un état de... Je ne sais pas si c'est un état de l'art, mais un constat de ce qui se passe aujourd'hui, et puis il y a aussi des questionnements. Voilà, c'est plus des questions, on pourra en discuter après, qu'un point de vue arrêté. Ça va durer à peu près 1 heure, et puis après on a des questions-réponses. Alors, je ne sais pas si, on va la jouer comme ça rapidement, qui est familier concept Smart City? Pas du tout. Qui l'est? Ouais, donc ça parle, ok. Simplement, ça c'est des chiffres, vous avez sans doute entendu parler, que vous soyez ou non familier, si vous lisez un peu les journaux, qu'en 2050, 75% de la population mondiale habitera dans des villes. Je le mets toujours en fait, c'est-à-dire que moi je dois le lire tous les 2 jours et à force je me dis que des fois je le lis même plus parce que je le connais et je pense qu'il faut quand même se le rappeler. C'est pas rien, 75% de la population en 2050 sera en ville, quand en 1950 on n'était que 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question de la densification urbaine, c'est juste quelques chiffres, mais pour prendre un peu la mesure de ce qui se passe, entre 2000 et 2030, il y a plus 1,2 million de kilomètres carrés qui sont en train de se construire, qui se construiront. C'est-à-dire que tous les jours, il y a à peu près la superficie de Paris. Alors certes, c'est à l'échelle mondiale, certes, c'est diffus, mais néanmoins, si on veut juste visualiser un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un Paris qui se construit. Alors, pas avec la dimension historique, etc., mais il y a néanmoins, au niveau de l'ère urbaine, il y a un Paris qui se construit presque tous les jours. Simplement, s'il y en a 2-3 qui prennent des notes, je mets tous mes supports en ligne en général. Donc voilà, ça sera en ligne. Et donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 2/3 des zones urbaines en 2030 qui vont exister, qui n'existaient pas en l'an 2000. Donc c'est quelque chose de très, 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 je ne sais pas si puissant est le terme, mais très fort qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs enjeux, plusieurs problématiques, je ne les ai pas tous listés, mais en gros, pour une ville, et puis pour les gens qui habitent dans ces villes, il y a à faire face à une démographie très forte, une question d'urbanisation, avec, il faut en prendre conscience souvent, et notamment dans les pays émergents, un développement qui se fait sans plan d'urbanisme, souvent de manière très anarchique, et donc ça pose plein de questions sur les accès à l'eau, les accès à la nourriture, les problèmes sanitaires, les problèmes de santé, les problèmes de sécurité, pardon, puis bien évidemment des enjeux aussi climatiques. On a vu à Paris cet été ce qu'une canicule faisait, comment la ville, en gros, ne favorisait pas forcément le fait que la ville se refroidisse plus vite qu'ailleurs, et donc facilitait le fait qu'il fasse chaud en ville. Donc, voilà quelques grands enjeux sur la question des villes. Alors je vous parle de ça parce que dans un contexte qui était celui de 2005, vous êtes peut-être aussi familier avec ça, mais en gros il y a donc Bill Clinton, à l'époque président des États-Unis, qui en fait, eux aussi aux États-Unis, ils font face à plein de problématiques au niveau des villes, à une urbanisation très rapide, et donc il appelle en 2005 l'entreprise Cisco. Donc à l'époque, Cisco, si vous connaissez, Cisco c'est des routeurs, c'est des câbles, c'est des imprimantes. Lui, il appelle l'entreprise Cisco en fait à s'intéresser à la question de la décongestion des villes, en disant en fait c'est un vrai problème pour les villes américaines, et l'objectif derrière ça, c'est vraiment de diminuer les émissions de CO2. Derrière la diminution d'émissions de CO2 et derrière la fluidification du trafic, il y a bien évidemment le fait de, en gros, améliorer le quotidien des citoyens, le fait qu'ils gagnent du temps et donc de l'argent. Donc ça, c'est en 2005.
Et en 2008, il y a IBM qui lance son programme Smarter City. Alors vous pouvez, il y a encore des traces de ce premier programme, parce que depuis le programme a évolué, en ligne. En gros, IBM, qui est lui aussi historiquement un acteur du numérique, pas un acteur de la ville, se positionne et dit, bah, nous, on peut, en gros, faire face à toutes les problématiques que j'ai évoquées avant, ou les enjeux. C'est-à-dire que nous, on a des solutions, donc qui sont plutôt informatiques, numériques, que ce soit sur la question de la santé, de l'éducation, des transports, de l'accès à l'eau, de l'énergie, des bâtiments. Enfin voilà, on peut couvrir toutes les thématiques, en gros les dimensions d'une ville, et voilà, on a des solutions pour ça. Donc c'est en 2008, en gros, aujourd'hui on identifie un peu en 2008, donc c'est pas si loin que ça, en 2008, il y a juste 10 ans, un peu plus, l'émergence du concept de Smart City, de la notion de Smart City, même si quand on cherche un peu, on trouve des traces dès les années 90, et notamment dans un livre de Gabriel Dupuis, donc un livre français, qui s'appelle L'informatisation de la société, que je dise pas, des villes, de la société, je ne sais plus, vous irez voir. Donc 97, voilà, on a des traces déjà, on a des traces aussi au Canada, mais c'est vraiment en 2008. Et ça c'est important pour la suite, c'est parce que c'est un concept qui est venu en fait par les entreprises privées, d'accord ? C'est pas un concept qui est venu par c'est le politique, mais c'est un concept par les entreprises privées qui ont poussé cette notion-là, et pour les représentations derrière qui sont liées à la Smart City, c'est une certaine importance. La Smart City, je vous donne juste une définition, qui est la mienne, travailler à partir de plein de définitions, il y en a plein. Moi, je pense qu'on peut, derrière ce terme-là, on peut donc se dire qu'une ville intelligente, je ne fais pas de distinction entre ville intelligente en français et Smart City, même si on pourrait discuter de ces termes, mais j'en fais pas aujourd'hui. C'est d'abord une ville qui a vocation à améliorer le quotidien de ses habitants. Pourquoi ? Je dis ça tout simplement parce que dans l'ensemble des discours, que ce soit des acteurs publics, privés, au final, peu importe les moyens qu'ils mettent, les discours sont tout le temps la volonté d'améliorer le quotidien des habitants. Donc ça a vocation à être amélioré dans les dimensions environnementales, sociales, économiques, etc., politiques, au travers notamment de la numérisation des infrastructures, des réseaux, des services, l'optimisation par les technologies numériques, informatiques et de communication. Donc en gros, c'est une vision où on sert de la technologie au service du bien-être des citoyens, avec tout ce que ça veut dire, mais des citoyens usagers. Et en gros, c'est toute la discussion de, en fait, est-ce qu'on est dans une ville qui est intelligente, stupide, etc. Ça, on peut en discuter longuement. La question, c'est juste de dire comment on utilise intelligemment la technologie. D'accord ? Alors, je précise ça, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille beaucoup sur les imaginaires de la Smart City. Et quand vous vous intéressez aux imaginaires de la Smart City et à n'importe quel objet technique, en fait, si on considère que la Smart City peut être pris comme un objet en soi, par définition, un objet, c'est ambivalent. D'accord ? Les représentations qui sont rattachées à un objet sont ambivalentes. C'est-à-dire que vous avez ça, c'est très bien. Je fais avancer mes slides et en même temps, si je suis énervé, je vous le jette pleine tête. Et en fait, c'est l'usage que j'en fais. Ce que je vous dis, c'est très bête. Mais ça permet de comprendre beaucoup de représentations autour des objets. Et en fait, il y a beaucoup de discours entre, d'un côté, en gros, une vision messianique de la technologie où on nous dit, en gros, la technologie va sauver le monde, et c'est grâce aux technologies d'IBM, de Cisco, etc., qu'on va améliorer la ville, améliorer le bien-être. Et puis de l'autre côté, il faut se passer des technologies, parce qu'en fait, la techno, c'est Big Brother, la techno, ça pollue le monde, etc. Alors, pour moi, il y a du vrai dans tout ça, c'est juste que la Smart City, aujourd'hui, pour moi, définit la ville, comme je vous l'ai dit avant, c'est que je ne prends pas forcément position, c'est juste que pour comprendre ce qu'est la Smart City, il ne faut pas exclure le numérique, et en même temps, il faut juste se dire qu'on est dans un monde où il faut faire attention à ce qui se passe du point de vue de la techno, sur des questions de sécurité, sur des questions d'environnement, etc., mais qu'on est souvent un peu entre les deux, d'accord ? Et que, en plus, si on voulait creuser, mais je ne vais pas le faire trop aujourd'hui, mais les représentations sont bien évidemment différentes en fonction qu'on soit aux États-Unis ou ne serait-ce qu'en France, ou encore en Chine, ou encore en Inde, etc., pour des contextes légaux, pour des contextes culturels, etc. Donc voilà, c'est juste, on a beaucoup de discours autour de la Smart City qui sont très ambivalents, donc il faut juste en prendre conscience. La notion de Smart City, comme je l'ai dit, c'est autour de 2008, donc émergence du concept de Smart City. Voilà. C'est pas venu comme ça. Il y a un héritage de la Smart City. La Smart City, elle synthétise trois grands phénomènes, trois grandes dimensions. Il y a déjà les problématiques de l'urbanisation massive, avec tous les enjeux, les problématiques que je vous expliquais derrière. Et puis il y a les enjeux du développement durable.
D'accord. On peut, alors là j'ai pris l'image Wikipédia, toute bête parce qu'on ne va pas faire un cours sur le développement durable, mais concrètement le développement durable, il y a trois dimensions, il y a le social, l'économique et l'écologique, et en gros c'est de se dire comment on arrive à lier les trois pour avoir un développement aujourd'hui qui ne nuise pas au développement de demain. Alors après on peut discuter de savoir s'il faut continuer à se développer, si le développement est lié au progrès, etc. etc. Néanmoins, c'est dans ce contexte qu'a émergé la notion de Smart City, c'était vraiment lié à une dimension de volonté de contribuer au développement durable. Et puis il y a une troisième dimension, c'est plus ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ce rapport, hein, l'informatisation de la société, donc l'autre de Gabriel Dupuy, ça devait être l'informatisation des villes du coup. Je ne sais pas si vous connaissez les auteurs, vous connaissez sans doute Alain Minc quand même. Donc c'est un rapport qui a été remis à Valéry Giscard d'Estaing en 1977, dans lequel il y avait un néologisme, c'était la télématique. Et en fait, la télématique, c'est quoi? C'est la convergence de l'informatique et des télécommunications. Et en gros, ils expliquent qu'il se passe déjà en fait une interconnexion entre différents terminaux, donc en gros des ordinateurs qui commencent à se connecter entre eux, et qu'on peut accéder via le réseau et via ces ordinateurs à des données qui sont ailleurs. D'accord ? Donc ça, c'est un constat qui, depuis les années 60-70, développement de l'informatique, notamment dans l'administration, c'est un rapport en France. Donc on est avant vraiment le développement de l'accès à tous, avec des ordinateurs chez soi, l'accès à Internet, etc. Donc ça, c'est bien avant. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a un mouvement qui s'est créé depuis les années 60-70 sur l'informatisation de la société, qui a commencé par l'administration avant d'atteindre le grand public. Ça nous amène jusqu'en 2008, moment où la Smart City émerge, sauf qu'en 2008, il se passe quelque chose d'assez fondamental, et donc ça, c'est un bouquin d'Anthony Thompson qui s'appelle Smart Cities, et lui, il nous dit trois choses. Il nous dit qu'en 2008, en fait, dans le fil que je tisse très rapidement, mais depuis 1977 jusqu'en 2008, en gros, il y a un premier phénomène, c'est que la population urbaine mondiale est devenue équivalente à la population rurale mondiale. Ça, je vous ai déjà parlé un peu de l'urbanisation massive et de la question démographique. Les deux autres points, c'est que le nombre d'abonnés à l'Internet mobile a dépassé le nombre d'abonnés à l'Internet fixe. D'accord ? Donc en gros, de plus en plus de gens accèdent via notamment un smartphone qu'on a tous dans notre poche à Internet, alors qu'avant, enfin c'est pas avant, c'est toujours, mais on accède via un ordinateur fixe. Et surtout, je sais pas, mais quelque chose aussi de très important, c'est qu'en 2008, on peut considérer qu'on est passé de l'Internet des hommes à l'Internet des objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépassé le nombre d'humains connectés entre eux au nombre d'objets qui sont connectés entre eux. Alors, ces objets connectés entre eux, il y en a de plus en plus de types. Ça, vous avez des choses assez connues qui sont des caméras. Aujourd'hui, on fait des candélabres intelligents qui se connectent entre eux, et en fait, quand vous passez, ils s'allument et puis ils s'éteignent au fur et à mesure de votre passage. Un compteur Linky, d'accord, connecté. Enfin bref, voilà, il y a plein de capteurs. Ça, c'est des capteurs d'eau. Il y a des capteurs pour la météo, etc. Et puis, on a même des capteurs sur des bacs à ordures avec des applications qui vous permettent de voir combien vous déposez par mois. Il y a même des applications de gamification qui vous faites la compétition de recyclage entre votre ville et une autre ville, entre votre quartier et un autre quartier, donc ça vous incite à recycler. Et puis bien évidemment, téléphone portable, qu'on a tous plus ou moins, avec plutôt un smartphone. Et puis ce petit type de capteurs que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont de plus en plus dans les routes, dans les parkings, dans les trottoirs, etc. etc. D'accord ? Et tous ces objets-là, en fait, ils peuvent être, alors peut-être pas tous ensemble, mais en fait, on arrive à connecter de plus en plus de capteurs entre eux. Alors, je vous ai mis ça, c'est pareil, c'est juste des ordres d'idées. C'est un peu compliqué de se projeter sur les prévisions de l'Internet des objets dans le monde, tout simplement parce que là, on a deux études qui sont quand même plutôt sérieuses. Il y en a une qui nous dit qu'en 2025, on sera à 75 milliards d'objets connectés, et une autre étude qui nous dit qu'on sera à 150 milliards. Bref, c'est juste des ordres de grandeur qui sont quand même assez difficiles à appréhender. C'est juste pour vous dire qu'on est sur une dynamique totalement exponentielle de diffusion de ce type de capteurs dans la ville. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des ordres d'idées. Alors du coup, ça amène certains, je cite Dominique Boulier, sociologue de Sciences Po Paris, sociologue français, à qualifier en fait l'informatique de pervasive, tout simplement parce qu'en fait,
elle est partout autour de nous. C'est-à-dire que si on pouvait visualiser les flux de données et les équipements informatiques autour de nous, ben en fait, on en verrait partout. Peut-être pas dans ces murs-là, mais voilà, de plus en plus dans l'environnement quotidien qu'est le nôtre et qui est en train de se construire, avec des flux de données qui circulent. Et j'aime bien l'image de Rabari et Storper qui nous disent qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une peau digitale sur la ville. C'est une métaphore assez intéressante pour dire que ça a vraiment recouvert, et on est encore loin d'avoir tout recouvert. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est juste un constat, qui est de se dire qu'en fait, il y a vraiment une peau digitale qui recouvre notre ville de données et d'échanges de données entre eux. Alors, il y a quelque chose qui a changé aussi. C'est qu'aujourd'hui, on parle de big data. Avant, quand on était sur les données dans les administrations, on était sur des bases de données qui étaient plus ou moins grandes, mais en gros, voilà, des choses plutôt, enfin voilà, des choses qu'on qualifiait de données, des choses plutôt en volume qui étaient plutôt restreintes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez parler de big data, en gros, de données massives. On est passé à ces données, et en gros, pourquoi elles sont intéressantes? Parce que ces données qui sont générées soit par nos smartphones ou les objets communicants, elles ont plusieurs propriétés. Ici, j'en ai mis que 3. Enfin, j'en ai mis 4 en l'occurrence parce que j'ai mis la géolocalisation, mais dans les modèles relatifs au big data, il y a des modèles à 3 dimensions, à 5 dimensions, à 12 dimensions, etc. Aujourd'hui, il y en a 3 qui, moi, en tant que sociologue, m'intéressent et qui sont intéressantes aujourd'hui. Il y a d'abord le volume. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a des capteurs, on produit de plus en plus de données, d'accord? Alors, c'est pas juste intéressant d'avoir des données pour des données, c'est intéressant parce qu'en fait, on arrive, avec les données, à faire des corrélations, d'accord? C'est-à-dire qu'on arrive à étudier des phénomènes avec un certain type de données, à étudier d'autres types de données, et on fait des corrélations. On arrive aussi à faire des prédictions, et on arrive à avoir des prédictions de plus en plus fiables parce qu'on a de plus en plus de données. Tout ça, au niveau de la ville, ça reste assez relatif, c'est-à-dire que si on voulait comparer la production de l'ensemble des capteurs d'une ville, même sur une année, par rapport à, par exemple, les données que traite l'astronomie, on en est très loin. L'astronomie traite des quantités phénoménales de données. On en est loin, mais du coup, elles sont intéressantes parce qu'il n'y a pas que les données, il n'y a pas que le volume, pardon, il y a aussi la variété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut croiser des données de météo avec des données liées à un parking, liées au trafic, puis tout ça, ça va vous donner une information sur le fait que, ça paraît peut-être bête, mais qu'il va pleuvoir, donc en gros, tel parking à telle heure, il va peut-être plus rempli parce que les gens vont choisir un autre mode de transport, enfin j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est un peu l'idée de croiser différents phénomènes avec différents types de données, et surtout les différents types de données, c'est qu'on peut croiser du texte avec des images, parce qu'aujourd'hui on est capable d'analyser des images et d'en extraire de l'information, des données des réseaux sociaux, enfin voilà, plein de types de données qui avant qu'on n'arrivait pas à croiser. Et puis, la vélocité, donc la vitesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit des données, en gros, en temps réel. Alors, temps réel, tout est relatif. Un capteur sur un parking, certes, en temps réel, il sait s'il y a une voiture qui est garée ou pas, mais au final, il va se déclencher que s'il y a un mouvement. D'accord ? Il y a plein d'informations que vous n'avez pas besoin de savoir à la seconde près si ça fonctionne ou pas. Par exemple, votre réseau d'eau, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on est en mesure de mettre des capteurs sur des réseaux d'eau pour détecter les fuites plus rapidement. Bon, vous avez une remontée d'informations, c'est un peu comme les compteurs Linky, vous avez une remontée d'informations, même si c'est toutes les heures, ça suffit au final pour savoir votre consommation ou les fuites, etc. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant dans la vélocité, c'est que du coup, on est passé d'un système de représentation de la ville qui était très centré sur des cartes qui étaient fixes. Aujourd'hui, on est plutôt sur des cartes dynamiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est capable de voir en temps réel ce qui se passe, ou dans un temps à peu près réel, ce qui se passe dans la ville. Et surtout, on est capable de fonctionner sur des timelines, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes dynamiques dans le temps. D'accord ? Et ça, c'est très important pour les modes de représentation, et je pense que vous savez tous un peu de quoi je parle, mais dans les cartes que vous pouvez les sélectionner, on en verra des exemples, mais c'est de voir un peu en temps réel ce qui se passe, et du coup, ça offre aussi d'autres représentations sur la ville. Et puis, sur les données sur la ville, il y a une information qui est très importante, c'est qu'elles sont géolocalisées. D'accord ? C'est qu'on sait que c'est tel capteur à tel endroit qui donne telle information et c'est pas celui d'à côté. Alors, il y a beaucoup de promesses autour des big data dans la ville. Il y a une des promesses, c'est notamment l'optimisation et le monitoring des services, des fonctions de la ville. C'est-à-dire qu'on va mieux gérer les consommations d'eau, d'électricité, on va mieux gérer le trafic. Vous avez ici, je ne sais pas si vous connaissez cette image, c'est donc à Rio de Janeiro. Quand IBM a sorti son offre, ils ont eu un démonstrateur à Rio, qui est le centre de commande de Rio de Janeiro. Donc ça, c'est le centre de commande à la fois de la ville et d'IBM. C'est-à-dire qu'IBM, ils ont
ils sont investis dans les infrastructures, ils ont mis des capteurs, etc., et qu'ils agrègent toutes leurs données, en fait, et tous les modes de visualisation dans un même endroit qui leur permet, en fait, de voir un peu ce qui se passe dans la ville. Aujourd'hui, il y a Dijon, qui est un peu sur le même modèle. Je ne sais pas si vous avez suivi le projet On Dijon. Dijon vient de passer un contrat de 12 ans, en fait, donc la ville de Dijon, avec un consortium d'acteurs privés, dont Bouygues Énergie et Services, Capgemini, et j'oublie l'autre, mais c'est pas très grave, où, en fait, ils ont créé un centre. Pareil, c'est un centre de commande, j'ai plus le nom non plus, ils vont m'en vouloir, mais où ils agrègent en fait les données de la ville et les services. Et la promesse derrière ça, c'est de dire qu'en réunissant les forces de l'ordre, les pompiers, les services de la ville, ils peuvent avoir une action plus rapide et ils peuvent piloter à distance les feux de circulation, pardon. Ils peuvent piloter à distance des interventions des services de la ville, etc. Bon, je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais il y a également d'autres promesses, c'est qu'au travers de toutes les données qui sont collectées, on peut bien évidemment évaluer l'action publique. Ça, vous l'avez par exemple notamment à Paris, on est pas mal servi avec plusieurs applications qui vous permettent de voir ce qui a été fait au niveau de la ville, ce qui n'a pas été fait sur la question des budgets, etc. Donc ça, c'est pas forcément lié au capteur, mais je le dis quand même. Et puis, il y a une question sur laquelle on pourra venir derrière, c'est la participation des citoyens, puisque nous sommes quand même parmi les principaux producteurs de données au travers de nos téléphones portables et des applications qu'on a dessus. Donc c'est quand même de savoir les données à qui elles appartiennent. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à l'entreprise à qui je les donne? Est-ce que c'est à la collectivité? Bien évidemment, si vous utilisez Facebook, c'est Facebook qui a vos données, j'espère que ça vous le savez tous. Si vous utilisez les données de la ville de Paris, on n'est pas sur le même registre, et là donc vous avez un accès plus facile à vos données. Alors, il y a quelque chose, je l'ai dit, mais je reviens dessus parce que sur la question de la Smart City, c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup, je vous parlais des représentations clivantes tout à l'heure, autour des représentations de la Smart City. C'est notamment lié au fait qu'on a des acteurs privés qui aujourd'hui investissent la question de la fabrique de la ville. Or, ces acteurs privés, ils ne sont pas issus, ce ne sont pas des acteurs historiques de la fabrique de la ville, que ce soit IBM, Xerox, Cisco, etc. Ils construisent pas de bâtiments, ils savent pas faire des plans d'urbanisme. Eux, ce qu'ils savaient faire, c'est construire des équipements informatiques. Aujourd'hui, c'est ces acteurs-là qui sont les plus présents, parmi les plus présents sur la question de la fabrique de la ville. C'est un tournant assez important, et ça aussi, c'est à partir de 2008, où en fait, ces acteurs investissent ce champ-là. Donc là, je vous ai mis 3 acteurs aussi, bien évidemment chinois, parce que la thématique de la Smart City en Chine est aussi en train d'exploser. Et donc, ça pose beaucoup de questions donc, sur les liens entre le public et le privé, sur les compétences aussi de ces entreprises-là sur la fabrique de la ville, puis bien évidemment sur la gestion de la donnée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet à Toronto, QSide. Qui connaît Sidewalk Labs? Sidewalk Labs, filiale d'Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. En gros, on parle tout le temps de Google, mais au-dessus, il y a Alphabet qui gère des centaines d'entreprises, dont Google, dont Sidewalk Labs. Sidewalk Labs, ils ont remporté en 2017 un marché pour construire Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on leur a demandé, je le dis rapidement, mais il y a un article qui est sorti il y a 3 jours, on leur a demandé de construire un petit quartier. Puis ils ont ressorti leur master plan il y a 3 jours en faisant une proposition pour un quartier qui est 10 fois plus grand. La municipalité a dit « bon, vous êtes gentil, c'est intéressant, mais en fait là, on va avoir un problème, c'est qu'on ne vous a pas demandé d'en faire autant ». Néanmoins, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une entreprise qui se positionne sur un marché public pour vraiment reconstruire donc un bout d'une ville existante qui est en bord de mer. Et leur promesse, c'est de dire on construit la ville à partir des données. Et c'est les données qui vont nous dire comment on construit la ville. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir... Enfin, c'est la promesse, on verra comment ça se passe demain, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de discussions, notamment sur la question des données personnelles et non personnelles. Néanmoins, la promesse, c'est de dire que les données vont... Déjà, à partir des données, on aura des véhicules autonomes qui, avec plein de capteurs, vont se repérer dans la ville, qu'en fonction des mobilités des gens dans ce quartier et du nombre de temps qui reste dans les magasins, on pourra réajuster les flux, mobilité en temps réel, qu'en fonction des usages de la route, on pourra réattribuer des couleurs au trottoir. Alors, moi, personnellement, je trouve ça plutôt
plutôt intéressant. C'est-à-dire que vous avez un trottoir avec une place délimitée où on vous dit ça c'est une place de marchandises, et puis en fait, à une certaine heure, il n'y a peut-être pas besoin, parce que les camions sont déjà passés, etc. Donc on peut réattribuer la place en temps réel. Du point de vue de l'urbanisme, c'est intéressant, parce qu'on est sur quelque chose de mouvant, c'est-à-dire qu'on peut concevoir un environnement qui va, en gros, se mouvoir sous certains aspects, en fonction des usages de la ville. Donc ça, c'est assez puissant. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est bien évidemment la question de la récupération de toutes les données, savoir qui les exploite, qui les garde, et puis savoir s'ils vont les revendre. Alors aujourd'hui, ils nous disent bien évidemment qu'ils ne vont pas les revendre, qu'ils vont valoriser ces données au travers de l'usage qu'ils vont faire, mais il y a tout un collectif de citoyens qui s'est constitué à Toronto, et il y a des échanges plutôt vifs. Donc voilà, c'est juste comprendre qu'on a aujourd'hui des gens qui se positionnent sur des pans entiers d'une ville et qui viennent pas de là à la base. C'est peut-être pas quelque chose de mauvais, mais c'est juste quelque chose de nouveau, et donc ça pose pas mal de questions. Dans tout ce contexte, on a aussi l'émergence de nouveaux services que nous, chez Chronos, on appelle des data services urbains. En gros, c'est des services urbains qui sont liés aux fonctions essentielles de la ville. Donc, c'est des applications, pour le dire vite, que vous avez sur votre téléphone. Et si vous posez des questions, je vais au slide d'après, comme ça je parle de Uber, Airbnb, etc. Donc, c'est des services comme ça qui, en fait, vous permettent de vous déplacer, de vous loger. C'est des services qui ont principalement recours donc, au big data, type de données que je vous ai donné et qu'on produit principalement par nos téléphones portables. Et puis qui peuvent mobiliser soit des acteurs publics et privés, soit que des acteurs privés. Alors il y a des applications où en fait en France notamment c'est la collectivité qui passe une commande à un acteur privé pour développer une appli. Dans ce cas-là, on a la possibilité dans des contrats de mettre des clauses pour garder la souveraineté de nos données, pour avoir l'accès, etc. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on a des acteurs comme les 4, j'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est un peu les plus connus, j'imagine que vous les connaissez tous, voire vous êtes peut-être usagers. C'est qu'on est sur des services qui sont gérés totalement en dehors, jusqu'à maintenant, parce que ça commence à changer, mais en dehors de toute action de l'acteur public. D'accord ? Alors, on va prendre un exemple, Waze, je pense que vous... Ah oui, non, avant les exemples, juste aussi, je passe très vite, mais c'est pour se représenter là. Waze, il y a un taux de pénétration en France qui est énorme, c'est-à-dire que ça, c'est des chiffres de 2017, sur 90 millions d'utilisateurs dans le monde, il y a 9 millions en France. C'est assez phénoménal, le nombre de personnes qui utilisent Waze en France. C'est des entreprises récentes, hein, donc on est quand même sur des nombres d'utilisateurs dans le monde qui sont très très élevés. Donc voilà, Uber c'est 75 millions, Airbnb c'est 150 millions d'utilisateurs, ils sont déjà dans 191 pays, donc autant dire qu'ils sont à peu près partout. Donc le problème, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'action, où il n'y a pas forcément de régulation de l'acteur public, et c'est surtout que du coup, ces services, ils sont pensés pour l'expérience utilisateur, qui sont pensés pour l'individu. C'est-à-dire qu'ils sont pensés pour vous faciliter l'expérience de la ville. Quand vous utilisez Waze, la promesse de Waze, c'est de faciliter votre trajet. C'est pas faciliter les trajets de tout le monde dans la ville, c'est de faciliter le vôtre. Donc en gros, ils sont centrés sur votre expérience individuelle, et ils centrent sur l'expérience individuelle de tout le monde. D'accord ? Plus que sur une conception de la ville qui serait collective. Alors ça veut dire quoi ? C'est pareil, si vous lisez un peu les journaux sur la thématique, vous avez dû lire plein de choses dessus, mais là on est à Genève, j'aurais pu prendre n'importe quelle ville, mais j'avais déjà les images prêtes, alors j'ai pris Genève. Là c'est infomobilité.ch, donc en gros c'est le site de la ville de Genève, vous avez le trafic en temps réel. Il y a plein de sites, Paris le fait, etc., donc il y a plein de villes qui le font. Le trafic en temps réel, je ne sais plus exactement à Genève, mais je crois qu'il y a des capteurs et des caméras de vidéosurveillance et ça calcule en temps réel. Donc là, vous avez des axes où on vous dit, bah là, c'est plutôt fluide en vert, enfin c'est des codes couleurs des normes que vous connaissez, rouge c'est compliqué, noir, ça serait bien de ne pas y aller, c'est plutôt dense. À la même heure, même à 10 secondes près, là on est sur Waze. Alors Waze, vous avez on va passer les infobulles. Les infobulles, en fait, c'est tout l'intérêt de Waze, mais c'est les gens en fait qui signalent eux-mêmes que le trafic est dense, etc. Ce que je veux juste signaler, c'est qu'en fait, on n'a pas la même information. Si on regarde cette zone-là, là on nous dit c'est un petit peu rouge, mais c'est surtout vert. Le front au niveau du lac, il est dégagé d'un côté et de l'autre il est plutôt dense. Alors que sur l'autre image, on nous dit que cet axe-là, il est complètement bouché, d'accord ?
quand vous avez cette application-là, on vous donne juste l'information, vous vous débrouillez. Donc en gros, vous savez, soit vous connaissez la ville, et puis vous prenez des raccourcis, soit vous aventurez, soit vous savez juste que vous allez perdre un peu de temps, mais vous restez sur votre axe. Waze recalcule en temps réel un trajet. C'est-à-dire que s'il sait qu'il y a du trafic, il va vous dire, en fait, vous sortez de la voie, vous prenez à gauche, vous prenez à droite, vous reprenez à gauche, et puis vous rejoignerez votre domicile derrière. Alors ça pose beaucoup de questions, il s'en a posé beaucoup en France. Je ne sais pas qui utilise Waze. C'est tout, dis donc, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne chose. Donc pour ceux qui utilisent Waze, vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Il y en a plein, mais moi je me souviens d'une fois sur une nationale, donc non pas à Paris, où on était bouché, et d'un coup il y a eu c'était comme dans Mad Max, un départ de 20 bagnoles d'un coup qui sont partis sur des petites routes et tous à la chaîne. Et là, clairement, on savait très bien, enfin moi je savais que c'était Waze qui leur disait droite-gauche, droite-gauche. Le problème, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une redirection des flux de mobilité sur des axes qui ne sont pas prévus pour ça. D'accord ? Donc c'est-à-dire que nous, on était sur une nationale, on attendait, pendant que les autres ont pris des raccourcis, au milieu d'un petit village qui pouvait à peine absorber 1000 voitures par jour, et là, il y en a eu 200 arrivés d'un coup. Le problème, c'est que quand ça se passe devant des écoles, devant des hôpitaux, devant des choses comme ça pose plus de problèmes. Là, c'est aux États-Unis, c'est des gens qui sortent de chez eux parce qu'en fait, ils ont juste marre qu'en fait, la moitié du trafic d'un axe qui est, vous imaginez une ville comme Los Angeles où c'est bloqué tout le temps, en fait, voilà, ça redirige en temps réel et donc, ils ont un flux incessant de voitures devant chez eux. Du coup, là, on est sur une vision qui est complètement, qui questionne entre d'un côté une expérience centrée sur l'utilisateur, qui vous dit vous allez gagner 2 minutes, voire 10, voire 15, ou peut-être 1 heure, et deux, la conception de l'intérêt général au niveau d'une ville qui a pensé des axes, d'accord, qui sont différenciés entre une autoroute, une grande route, une petite route, qui sont calculés avec des taux d'absorption de trafic, d'accord. Quand on fait des plans d'urbanisme, on se dit qu'il y aura tant de voitures à passer là, donc on fait une route à peu près large, il y aura tant de voitures à passer, on va la faire plus petite. Waze n'a aucune distinction sur la taille des routes, d'accord. Ils envoient le trafic et puis ils recalculent en temps réel. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est bien, et en même temps, ça questionne sur la notion d'intérêt général. C'est-à-dire que je peux continuer pendant 1 heure à vous dire c'est bien, c'est pas pour l'intérêt général, et puis en même temps vous allez tous là dire bon, l'intérêt général, moi j'ai ma représentation de ce qu'est l'intérêt général, et en même temps je suis pas sûr qu'on la partage tous. L'intérêt général, on peut l'aborder de 2 manières. Il y a une tradition anglo-saxonne qui nous dit en gros c'est le résultat de la somme des intérêts particuliers. D'accord ? Donc dans la vision anglo-saxonne, dans l'héritage anglo-saxon, on est vraiment sur une vision utilitariste qui vise le bonheur du plus grand nombre. Donc on fait l'addition du bonheur, et puis je vulgarise, mais concrètement, on pourrait se dire que s'il y a 2000 voitures qui passent devant une école, et qu'en gros les 2000 sont contents dans leur voiture parce qu'ils ont gagné 5 minutes, et qu'à l'école il n'y a que 1000 élèves qui sont moins contents, il y en a 2000 de contents, il y en a plus 1000, quoi. Je vulgarise, mais c'est un peu l'idée qu'il peut y avoir derrière. En France, comme sur beaucoup de choses, on a une vision un peu plus... on a un héritage différent. C'est qu'il y a l'intérêt en fait, collectif transcende l'addition des intérêts individuels. C'est-à-dire que c'est encore au-dessus. On n'est pas juste sur le cumulatif, on n'est pas juste sur l'addition des intérêts individuels de chacun, on est un peu plus sur un intérêt global. Là, je fais référence à un bouquin de Jacques Lyon, qui est un tout petit bouquin que je vous conseille, qui est vraiment éclairant sur la question de l'intérêt général. C'est une synthèse intéressante. Et en gros, on est sur une définition plutôt de la collectivité à l'échelle nationale. Donc c'est un intérêt général à l'échelle nationale. Donc ça donne juste une teinte de ce que peut être l'intérêt général pour les Français, pour les villes françaises. Néanmoins, ça se complique dès qu'on réfléchit à l'échelle d'une ville, parce que l'intérêt général à l'échelle de Paris est le même que celui de l'intérêt général à l'échelle de Lyon. D'accord ? Alors, du coup, c'est Jacques Lyon qui nous dit en fait, c'est bien, on a 2 héritages qui sont différenciés, en même temps, aujourd'hui, c'est un peu le foutoir, parce que tout le monde mélange un peu l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt public, l'intérêt collectif. Et moi, je trouve son bouquin éclairant parce que c'est vraiment ce qui se passe. Ce que je dis, moi, j'assiste à des conférences où on parle d'intérêt général et jamais on se demande ce que c'est vraiment l'intérêt général. Alors, on pourrait faire 50 ans de littérature dessus. Néanmoins, c'est juste de poser des termes qui permettent qu'on se comprenne parce qu'au final, vous allez avoir 50 avis différents dans la salle.
en disant ouais, l'intérêt général, on est tous pour, et puis en fait, vous avez votre acteur privé qui va ressortir avec la même ambition qu'au début, votre acteur public qui ne va pas le comprendre, etc. etc. Du coup, un petit exercice qui nous propose, c'est de se dire à chaque fois que je parle d'intérêt général, en fait, je prends qui en compte? Je prends quelle échelle en compte et quelle temporalité? Alors, on va reprendre un petit exemple, on va reprendre Airbnb. Si on fait l'exercice avec Airbnb, on se dit Airbnb, est-ce que c'est bien ou pas pour ma ville? Alors là, j'ai un schéma de 2013, donc ça date un peu. Néanmoins, il y a une étude, ça c'est une étude à Paris, il y a une étude à Montréal qui est sortie l'année d'après, qui a à peu près les mêmes constats sur des populations différentes. Mais en fait, quand je parle d'Airbnb, à la fois je parle forcément des gens qui utilisent Airbnb et donc qui vont pour leurs vacances, pour 2-3 jours, louer une chambre, un appartement, une maison, et donc, qui vont trouver ça bien parce que potentiellement ça va être plus à leur goût que la chambre d'hôtel qu'on leur propose, ou ça va être moins cher, c'est aussi un des arguments. Si je prends les hôtels, il y en a certains qui vont tirer un peu la gueule parce qu'ils vont voir ça comme de la concurrence, même si je dis vraiment selon les zones géographiques, il y a vraiment un différentiel, parce que des fois ça se complète, des fois il y a de la concurrence, donc c'est plus compliqué que ça. Puis si on regarde du côté des commerçants, c'est pas forcément à eux qu'on pense quand on regarde Airbnb, mais c'est ce que nous dit l'étude en fait. C'est que des gens qui prennent Airbnb, ils font ils dépensent 125 € de plus par jour en fait, sur les commerces à côté. Parce que du coup, il y a une économie qui peut être faite sur le loyer, donc ils reportent potentiellement leur budget sur d'autres activités. Donc, question de l'intérêt général, c'est pareil, c'est de se dire, voilà, là, il y a tout ce que je vais vous dire ne va en rien simplifier la question de l'intérêt général. C'est juste d'avoir différents points de vue sur la question. Et donc, à chaque fois, voilà, on peut se poser la question de qui je prends en compte et quel est son point de vue. Sur la question de l'échelle, s'il n'y a que des Parisiens là et que vous êtes peut-être au courant un peu du combat que mène la mairie de Paris vis-à-vis de Airbnb, j'y reviens juste après, mais en gros, on a le contexte un peu parisien des grandes villes. Paris n'est pas la seule, il y a Berlin, il y a Barcelone, il y a Amsterdam, qui mènent une bataille par rapport à Airbnb. Et puis on a récemment l'Eure-et-Loir, alors je sais plus, c'est l'agence de développement et de tourisme, je crois que j'ai le nom là, pour ne pas dire de bêtises, l'agence de développement et de réservation touristique, qui en fait a fait de la valorisation du territoire en passant en accord avec Airbnb. Et ce qui s'est fait, c'est que c'est même allé plus loin, c'est que les hôtels de l'Eure-et-Loir et Airbnb ont monté un club de réflexion pour promouvoir le tourisme sur leur territoire. Donc on est vraiment sur deux dynamiques différentes. C'est vraiment une opération de com, mais c'est simplement de dire en fait venez nous voir, et Airbnb va aussi faire de la promotion sur leur site web et nous on va en faire, etc. etc. Là on revient sur Paris, sur la question de la temporalité. Ça c'est un site que vous avez en ligne, c'est l'Observatoire Airbnb. Alors je crois que les données sont plus actualisées depuis 2017. Tout ce que les petits points que vous voyez, c'est des logements sur Paris. Alors, c'est toujours compliqué de se rendre compte du nombre de logements qu'il y a. Néanmoins, en 2017, on était sur 86 725 offres de logements, ce qui est quand même assez important, que ce soit des logements entiers ou des chambres, à l'échelle de Paris. Et en gros, donc, je vous parlais de la mairie de Paris, il y a Yann Brossard qui a sorti un bouquin et qui nous dit en fait, moi Airbnb, j'aime pas et c'est pas bien pour la ville parce que, en fait, les quartiers, j'ai plus les arrondissements, mais il y a vraiment des arrondissements qui sont plus touchés que les autres, dans si je puis dire, l'hypercentre de Paris. C'est qu'en fait, les habitants, ils partent. Les habitants de la ville, ils partent parce qu'on a de plus en plus de tourisme, parce que, bien évidemment, vu qu'il y a de moins en moins de logements à l'année, les logements, ils montent. Donc forcément, on sait que ceux qui peuvent prendre des logements très élevés ne sont pas forcément ceux qui passent le plus de temps non plus, parce que ça peut être la résidence secondaire, etc., etc. Donc il y a un mouvement en fait, des habitants de Paris suite à Airbnb. Il y a une forte hausse, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui partent, des nuisances. On n'y pense pas assez, mais il y a des enquêtes qui sont faites sur les nuisances liées à Airbnb. Et les gens vous disent, on en a juste ras-le-bol des bruits de roulettes de valises de 5h du matin à en gros 23h le soir, parce que ça défile dans la rue, il y a tout le temps des valises dans les escaliers. Puis bien évidemment, il y en a qui font la fête, il y en a qui marchent avec talons et puis ils n'en ont rien à faire parce que le lendemain, ils ne sont plus là. Donc voilà, il faut prendre aussi conscience de ça, que c'est pas anodin. Et du coup, ce que nous dit Yann Brossard, c'est un changement de culture petit à petit qui se fait dans certains quartiers de Paris. Et donc la question qui se pose,
c'est de se dire au final, enfin, question qui se pose ou que je me pose et que je partage avec vous, c'est de se dire au final, ah oui, alors c'est après, là c'est juste, pardon, je suis allé un peu trop vite, c'est juste pour vous dire, aujourd'hui, en gros, les questions qui se posent, c'est les questions que se sont posées Paris, Berlin, Barcelone, Amsterdam, c'est quel modèle de ville je veux pour demain. Et dans quel modèle de ville je veux pour demain, il y a un peu la question aussi de se dire, comment je fais en gros le lien entre mes habitants et mes touristes, parce que Paris, c'est bien de dire on veut plus d'Airbnb et en même temps ça ramène des touristes. Cette année, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a été, je vais peut-être dire une bêtise, je ne sais plus si c'est la première, enfin ça a été un record de fréquentation malgré les risques d'attentats, malgré les grèves, malgré tout ça. Il y a eu, voilà, alors c'est peut-être pas le record, mais c'est une très très bonne année. Est-ce que je veux une ville ou un musée à ciel ouvert? C'est un peu ce que dit Yann Brossard dans son livre, en disant au final on a une ville qui se vide de nos habitants sur le long terme, et donc les gens viennent juste pour visiter 2-3 jours, et puis c'est un musée ou un parc d'attractions, etc. Et puis au final, cette question elle se pose à l'échelle des villes, mais est-ce qu'elle doit se poser ailleurs? En fait, Airbnb ne paye pas de taxes. Enfin, ne payez pas de taxes. Ils sont soumis, en fait, quand vous faites une réservation, Airbnb, ils sont en Irlande, enfin, ils sont dans le monde, mais leur siège Europe est en Irlande, et ils ne repayent pas de taxes à la ville, ils sont censés en payer. Il y a une loi qui est passée qui leur dit, vous devez en payer, sauf qu'eux, on n'a strictement rien à faire, du coup, ils ont attaqué au niveau de l'Europe. C'est exactement ce qui se passe au niveau des États-Unis, où en fait, des villes demandent à Airbnb de payer les taxes, et Airbnb, en fait, va avoir fait des recours au niveau des États. Et donc ça prend des années et des années. Alors ça change un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu pour Uber depuis le mois de janvier en fait, la question du salariat. Donc Uber c'est une plateforme de mise en relation, d'accord, c'est-à-dire que Uber est juste là pour dire, moi je vous fournis un outil qui vous permet de vous mettre en lien avec un chauffeur, et moi je n'emploie pas l'autre chauffeur, lui il utilise ma plateforme, et donc il me paye un petit peu, mais c'est en rien un salarié. Il y a une loi qui est passée en disant, vu les conditions, vu l'écosystème, etc., on considère que les gens chez Uber sont des salariés. Donc là, c'est parti en cassation, ça va encore durer un certain temps, mais néanmoins, les choses bougent. Donc sur la question du modèle de ville, en fait, c'est de se poser ces questions de, voilà, quel modèle de ville je veux demain, etc. Une fois qu'on en est là, on s'est posé un peu la question de l'intérêt général, de ce que ça pouvait vouloir dire, de la manière de l'aborder. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de ce qu'était une ville. Alors, c'est pas une mince affaire, et il y en a beaucoup qui sont cassés les dents avant moi, et je n'ai pas fini de me les casser. Néanmoins, une ville, si on prend la chose de manière très simple, en France, on nous dit qu'en gros, un groupement de 2000 personnes au sein d'une aire urbaine, c'est une ville. Donc, à partir du moment où on a 2000 habitants, c'est une ville. Sauf que bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, surtout qu'à l'échelle européenne, il y a beaucoup de pays pour qui c'est 5000 habitants et pas 2000, donc la comparaison, c'est pas forcément simple. Et puis une fois qu'on s'est dit qu'il y avait 2000 habitants, ça vous explique strictement rien sur ce qui se passe dans la ville. On peut se questionner sur la question des frontières géographiques, politiques, économiques d'une ville. C'est pas parce qu'il y a une délimitation de Paris que Paris s'arrête au niveau du périph', hein, c'est des choses qui paraissent évidentes. Néanmoins, enfin pas néanmoins, du coup, on peut se poser la question de savoir ce qu'est une ville à partir des fonctions de la ville. Là, je fais référence à un ouvrage de Paul Blancard qui retrace ce qu'il appelle une histoire de la ville, de la manière dont les villes se sont construites. Et lui, il fait référence à deux dimensions, deux qualités de la ville qui sont essentielles pour comprendre ce qu'est une ville. Ça paraît très simple quand je vais les dire comme ça, mais au final, ça permet, une fois qu'on agrège le tout, de vraiment comprendre ce qu'est... ce que certains disent, ce qui fait une ville, c'est l'urbain, c'est le phénomène urbain. Et le phénomène urbain, on peut l'expliquer, selon moi, au travers de ces 5 qualités. C'est la centralité et l'accessibilité. La centralité, dans un premier temps, et c'est un peu ce que montre le schéma, enfin l'illustration plutôt, la centralité d'une ville, ça s'est fait en fait au fil des siècles, tout simplement pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on se rassemblait, avant toute chose, pour se protéger des invasions extérieures. Et puis petit à petit, on a eu moins besoin de se protéger, donc cette question de la centralité, c'est la centralité des ressources, des biens et des personnes. Donc on est en ville parce que y a d'autres personnes, parce qu'il y a des ressources naturelles, notamment il y avait de l'eau, de la nourriture, etc. C'est plus compliqué aujourd'hui dans des grandes villes comme ça, même si, enfin des grandes villes comme Paris. Et donc, je disais des biens, des personnes, je ne sais plus. Et la question de l'accessibilité, bien évidemment, c'est de pouvoir avoir accès à ces ressources-là. D'accord ? À ça
si on veut comprendre en plus ce qu'est une ville, il faut lier deux choses. Et là, je fais référence aussi à des travaux de sociologie urbaine ou de géographie humaine qui nous disent une ville, c'est aussi des questions de densité et de diversité. Une ville, c'est dense. Alors après, on peut discuter du taux de densité, mais on ne peut pas comprendre une ville sans considérer que c'est quelque chose de dense, et que c'est surtout quelque chose de divers. C'est une diversité de personnes, c'est une diversité de ressources, une diversité de tout ça. Et une ville, c'est aussi du temps. C'est une histoire, c'est une culture, c'est quelque chose qui s'est fait au fil des siècles. J'ai pas mis d'image, parce que je pensais pas avoir le temps, mais je le dis quand même très rapidement. On a des projets de villes, ce qu'on appelle les villes nouvelles, Masdar, Songdo. Donc c'est des villes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont, en gros, vous êtes dans le désert au milieu de nulle part, et puis vous avez des opérateurs urbains qui vous disent, ou des États, qui vous disent, là on va construire une ville nouvelle, et donc on va construire des bâtiments, des routes, etc. Ça peut accueillir des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Aujourd'hui, ces villes, elles sont vides. Parce qu'en fait, on a beau attirer les gens ou les forcer à y aller, comme en Chine, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'activité économique, parce que, alors certes, il y a des loisirs parfois un peu forcés, enfin bref. Pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur affaire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire dans leur ville. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas une histoire, ça s'est construit du jour au lendemain, et on dit aux gens, allez habiter là. Si vous habitez Paris, vous n'avez peut-être pas le choix, mais certains habitent Paris parce qu'ils aiment Paris, et d'autres habitent à la campagne parce qu'ils aiment la campagne. Il y a une histoire derrière, un mode de vie, un choix de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont pas ce choix-là, qu'on s'entende, qui subissent aussi les villes, mais là, c'est plutôt des choix forcés dans ce cas-là. Alors pourquoi je vous parle de ça ? On a juste fait je ne sais pas si vous me suivez depuis le début, mais une petite intro par la question de la Smart City et des données. Après, en se demandant, ok, du point de vue de l'intérêt général, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous ai dit, je n'ai pas forcément de réponse, c'est juste des questions à se poser du point de vue de l'intérêt général. Et puis au final, l'intérêt général, c'est bien, mais au final, on parle d'intérêt général vis-à-vis d'une ville. Qu'est-ce que c'est une ville? Une ville, ça peut être décrit, du moins, au travers de ces 5 dimensions. Alors, j'ai pas forcément, j'ai bientôt fini, je vous rassure, j'ai pas forcément de recettes pour concevoir des services urbains, donc des services comme on a dans nos téléphones qui permettent de préserver l'intérêt général. Néanmoins, il y a quand même ce que je dis un peu depuis le début, certaines tendances, certaines ressources. Il y a déjà, et là je prends l'exemple de la France, un mouvement qui commence à se faire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de liens, vous l'avez compris, entre des acteurs publics et privés dans la fabrique de la ville. Et il y a de plus en plus conscience des acteurs publics de la nécessité en fait, de renforcer les contrats qui passent avec ces acteurs privés, que ça peut être différents types de contrats, mais du coup, on a tendance de plus en plus dans ces contrats à voir émerger des clauses qui nous disent, en fait, très bien, vous exploitez la ville, vous développez des services, néanmoins les données, je veux qu'elles soient à moi ou à mes citoyens. Je veux qu'elle soit, si c'est possible, enfin c'est pas si c'est possible, je veux qu'elle soit hébergée en Europe et pas aux États-Unis parce qu'on n'a pas les mêmes droits. Et je veux aussi savoir, alors ça on ne le voit pas trop émerger, la question des algorithmes, mais en gros comment sont calculés vos algorithmes. Alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en gros un algorithme c'est juste quelque chose qui va, c'est une procédure qui va calculer les données. On reprend Waze. En fait, Waze vous dit, il a des données des utilisateurs, et il a un algorithme qui vous dit, pour aller de A à B, c'est ce chemin-là. Et en fait, peu importe le système de navigation que vous avez souvent soit le chemin le plus rapide, soit le chemin le plus court, et puis sans doute une troisième option. Mais il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur des dispositifs de GPS qui vous disent, en gros, moi je veux me promener avec le trajet le plus silencieux. Il y a d'autres trajets sur les odeurs. Vous pouvez choisir en fonction des restaurants, ils ont cartographié tous les restaurants, et vous dire, moi je veux avoir tel type d'odeur, et donc vous sélectionnez. Alors bon, ça, faut pas forcément être pressé pour le coup, mais voilà, c'est juste qu'en fait l'algorithme, et là je prends juste l'exemple de Waze, mais l'algorithme a aussi une incidence sur la mise en mouvement des gens dans la ville, et sur la manière dont, dans le cas de Waze, que je citais tout à l'heure, les flux vont évoluer, et sur la manière d'agir de chacun. Donc ça, c'est très important.
de le comprendre. Hein. C'est toute la question des algorithmes des réseaux sociaux qui font que tout est fait pour que vous cliquiez et que vous restez le plus possible sur vos réseaux sociaux, donc c'est la même chose. Il y a une régulation par la loi, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, à la question de l'échelle et de l'intérêt général. C'est que là, on a quelque chose de très puissant, qui est qu'un début, hein. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais néanmoins, c'est un pas de géant qui a été fait au niveau du RGPD, la réglementation générale sur la protection des données. Il y a un reportage, j'ai plus le nom, mais un reportage qui était sur Arte qui vous explique tout le cheminement. C'est des années et des années de bataille de convaincus qu'il faut faire ça contre du lobbying assez féroce à Bruxelles. Et c'est quand même quelque chose d'assez important qui est passé, d'assez fort, qui peut mettre une pression assez intéressante sur des acteurs comme Google, Facebook, etc. Et qui est complètement opposé de ce qui se passe en Chine. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le social credit en Suisse. Oh, en Suisse, je travaille en Suisse, c'est pour ça. Alors pour le coup, la Suisse, ils sont protégés, mais je ne sais pas si c'est le crédit qui m'a fait... Bref, ça doit être ça. Alors en Chine, en fait, ils testent à l'échelle de plusieurs villes. Mais autant vous dire qu'il y a des chances que ça se fasse un peu partout. L'idée du crédit social. Donc en gros, on part tous avec 100 points. Et puis, vu qu'ils me filment partout, vu que la reconnaissance faciale est autorisée, ce qu'interdit l'exploitation des données personnelles sur la reconnaissance faciale, le RGPD, en Chine, admettons, on sort, et puis s'il y a 2-3 fumeurs, vous allez aller fumer votre clope, et puis vous ne serez pas au bon endroit. Donc, en fait, on va le détecter, vous allez perdre un point. Et puis demain, vous allez prendre votre voiture, vous allez rouler à 85 au lieu de 80, du coup, vous allez perdre 5 points. Et puis le problème, c'est qu'arrivé à 50, on va vous dire, votre crédit pour votre prochaine voiture, je ne vous le donne pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas un bon citoyen. Et puis votre train pour aller dans telle ville, je ne vous le donne pas non plus parce qu'en fait, vous êtes le vilain petit canard, etc. Ça existe. Hein. C'est pas, donc voilà, c'est juste pour dire, il y a quand même aussi des enjeux au niveau de la loi. Pour les usagers, pour les usages et aussi pour les travailleurs, là ce n'était pas du tout l'objet de cette conférence, mais des collègues qui travaillent aussi sur les conditions des travailleurs, ce qu'ils appellent des travailleurs du clic ou de ces sociétés-là. Il faut savoir que des algorithmes, par exemple, quand on veut entraîner, en fait un algorithme, pour qu'il soit de plus en plus performant, il lui faut beaucoup de données. Sauf qu'il n'apprend pas tout seul, donc il faut lui apprendre. Et pour lui apprendre, vous avez des gens qui cliquent sur des images en disant ça c'est un chat, un chien, ça un chat, un chien, et qui sont payés des milliers, je le fais dans l'autre sens, je me suis trompé, des centimes, je voulais dire des dixièmes de milliers de centimes au clic, enfin bref. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont importantes à prendre en compte. Alors là, je passe plein d'aspects qui mériteraient une conférence à chaque fois, mais c'est juste pour vous dire les enjeux à peu près là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je pense que si on veut préserver la question de l'intérêt général sur la question de la conception des services urbains, je ne sais pas trop comment, parce que j'y travaille encore, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on parte sur une conception de la ville qui regroupe les 5 dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Je pense juste que c'est assez éclairant pour comprendre ce qu'est une ville et qu'à chaque fois qu'on conçoit un service urbain, on se demande si ça répond à la centralité, à l'accessibilité, à la diversité. On sait qu'il y a beaucoup de services déjà qui ne favorisent pas la diversité, parce que c'est selon les services. Alors je ne l'ai pas lu, mais il y a un rapport, j'ai juste lu une microsynthèse qui est sortie sur CityScoot, donc les scooters que vous pouvez louer là dans Paris. Et je crois qu'en fait, on nous explique que c'est juste un report d'une population plutôt aisée, plutôt blanche, plutôt qualifiée, qui en fait, avant prenait les transports en commun. Du coup, maintenant, on prend les scooters, et que si on les enlevait, ils reprendraient les transports en commun. Quand l'idée, c'était quand même que les gens prennent un peu moins, enfin, c'était pas l'idée, mais puissent prendre un peu moins la voiture. En fait, on s'aperçoit que ce n'étaient pas des gens qui avaient ces pratiques-là à l'avance. Donc voilà, c'est juste se dire comment est-ce que je peux diversifier. Il faut aussi être conscient que des Uber, des Citymapper, etc., parce qu'à Londres, ils ont d'autres services qu'en France. Si du jour au lendemain, Uber dit « je ne veux plus aller dans tel quartier », ils n'y vont pas, ce n'est pas un service public. Ils ne sont pas obligés d'aller dans telle ou telle rue, de prendre tel ou tel client. Et puis, il y a je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle au civic tech, les technologies civiques. Donc, c'est les outils numériques qui vous permettent de participer en gros à la vie démocratique. Et je m'intéresse notamment aux projets urbains. Donc, le fait que chacun puisse contribuer à un projet urbain au travers des outils numériques. Donc, ça peut être donner des idées, ça peut être contribuer à un débat, etc. Il faut pouvoir, ça me paraît être une évidence, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe, que si on veut concevoir un service urbain numérique qui prenne en compte ces différentes qualités, il faut avant tout consulter les habitants, citoyens, usagers. Il faut, les consulter pour partir de leurs problématiques. Et là, je reviens vraiment au début de la conférence, c'est que
c'est pas la technologie pour la technologie, c'est à chaque fois se dire en quoi la technologie me sert à répondre à un problème, et est-ce qu'elle est nécessaire ou pas. Donc ça veut dire les prendre en compte, mais ça veut aussi dire les inclure dans la conception de ces services-là. Ça, il y a une ville qui est vraiment en avance sur la question, c'est Barcelone. Barcelone, aujourd'hui, ils ont mis en place un programme de participation à la fois en présentiel et à la fois sur Internet. Donc c'est une plateforme qui vous permet de mettre des idées en ligne, de partager des idées, de débattre, etc. Aujourd'hui, 70% des propositions du plan d'action municipal sont issues des citoyens. Donc on a vraiment une ville qui se développe avec des expertises, hein. Ce n'est pas juste les citoyens qui lancent des idées dans tous les sens, il y a des expertises derrière qui viennent conforter les idées, etc. Et surtout, c'est une ville qui possède son infrastructure de données. Ils ont aussi un réseau de fibre optique, et les données, elles sont considérées comme un bien commun qui est géré par les citoyens. Donc en gros, vous pouvez, toutes les données que vous générez avec vos téléphones portables, si vous voulez aller les consulter, si vous voulez regarder comment est fait l'algorithme, si vous voulez voir en fait, voilà comment c'est calculé et pourquoi votre application vous dit d'aller là, et si vous voulez modifier le code de cet algorithme, vous pouvez le faire. Alors, ça paraît peut-être compliqué pour des gens qui ne sont pas familiers avec ça, néanmoins, il y a aussi beaucoup de gens qui participent juste pour donner des idées, et puis c'est des communautés différentes qui agissent différemment selon les objectifs. Je reviens dessus parce qu'en fait, on est, en mettant ça hier, en écrivant ça, je me suis dit, on se repose aussi souvent sur à la fois la loi, à la fois l'acteur public, etc. Je pense qu'il y a une question, de l'utilité de la technologie, et de la responsabilité de chacun dans cette histoire. Là, on a un GPS à gauche, ça doit être du Google Maps, je ne sais plus, qui, en gros, vous êtes à pied et puis ça vous guide. Alors, c'est très pratique, hein. Moi, Paris, à pied, je suis toujours paumé et je suis le premier à utiliser mon GPS pour qu'il me dise à droite, à gauche, etc. Vous avez un prototype de gouvernail. Je ne sais pas si vous allez à la maison de la RATP, ils en ont 2. J'ai trouvé ça assez puissant, en fait. Vous avez ici des adresses. Et puis vous pouvez, comme un gouvernail, le bouger. Et en fait, ça vous dit que si vous voulez aller à telle adresse, je crois que c'est à un quart d'heure en fait. En fait, il faut aller dans cette direction-là et puis ça vous donne les rues à suivre. Et donc on peut imaginer on peut imaginer mettre un gouvernail toutes les 15 minutes en fait. Repenser. Alors, vous allez me dire, on peut aussi demander aux gens qui passent dans la rue, oui. Néanmoins, ça n'empêche pas que les gens, peut-être qu'ils ne savent pas non plus, etc. C'est juste, on peut aussi repenser le design de certains objets. Là, je suis que sur des questions de mobilité, mais il y a plein de choses à inventer qui ne mobilisent pas forcément de la technologie, parce que quand on parle de ça, on parle aussi de la question des ressources. Ça, et je vais juste finir sur ces 3 slides, c'est que quand vous avez ça, vous consommez de l'énergie, vous en consommez à la production de l'objet qu'est le smartphone, et on a tous un téléphone portable, là vous en consommez beaucoup moins. Ça, c'est des images. Si vous vous intéressez un peu à la Smart City, vous tapez Smart City dans votre moteur de recherche préféré, c'est le type d'image qui va ressortir. C'est des images très vertes, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, c'est le lien entre la techno et le développement durable. C'est la promotion de la ville durable avec la nature, etc. Donc ça, c'est un patchwork, mais voilà, c'est très intéressant à voir parce qu'en fait, peu importe que vous soyez dans des programmes privés ou des appels à projets, notamment de la ville de Paris, vous avez des visions d'architectes, des visions d'entreprises qui sont vraiment la ville verte de demain. C'est tout, tant mieux, hein, c'est ce qu'on peut souhaiter. Pas forcément ce qui va se passer, mais c'est ce qu'on peut souhaiter. Ce qui se passe derrière, c'est que pour gérer des services urbains, il faut une infrastructure. Il faut une infrastructure dans laquelle vous avez des serveurs, dans laquelle vous avez de la fibre optique, des réseaux. Alors, qu'on s'entende, un capteur dans un... Quand je parlais d'IoT tout à l'heure, d'Internet des objets, un capteur dans un parking, ça consomme presque rien. Néanmoins, il faut quand même les produire. Et quand on voit la massification du nombre d'objets, c'est compliqué. Et puis, il y a surtout quelque chose de fondamental dans cette histoire, c'est que l'objet qu'on utilise le plus, c'est notre smartphone. Là, je fais référence à une étude du Shift Project. Donc, c'est accessible en ligne, c'est gratuit. Si vous voulez un peu savoir connaître un peu votre empreinte écologique et puis savoir l'implication du numérique sur la question environnementale, je vous conseille vraiment ce rapport. Il y a une synthèse de 2 pages qui vous résume tout. Il faut juste savoir que l'empreinte énergétique du numérique, alors ça veut dire beaucoup de choses en numérique, mais dans la fabrication des objets ou dans l'utilisation des équipements, c'est plus 9% par an. D'accord ? Là, c'est pareil, on est sur une courbe qui est en train d'exploser. Et c'est dû à 2 facteurs principaux. Le premier, c'est la multiplication des périphériques mobiles.
donc les téléphones portables, c'est clairement ça. Avec là, on est en train de parler de la consommation, mais il y a quelque chose aussi de très compliqué, que ce soit sur les téléphones portables ou les batteries de voiture, c'est toute la question. C'est que pour construire ces objets-là, on a besoin de métaux rares qui vont un jour disparaître, et que là, on est en train d'épuiser toutes les ressources. Et la deuxième, c'est le streaming. Donc c'est tout ce qui est Skype, toutes les vidéos en ligne, les Netflix, les YouTube, etc. Pareil, le Shift Project a sorti une petite vidéo de 3 minutes, là, il y a peu de temps, vraiment sur la question du streaming, et ça vous explique qu'en fait, à chaque fois que vous vous connectez, il faut envoyer des informations qui reviennent, qui vont à un tel serveur, qui machin, donc déjà, vous avez une consommation. Et puis, je crois que Netflix, c'est un quart de la consommation. Je sais plus, il y a un quart, ça doit être YouTube, et puis forcément un quart, c'est le porno, comme à chaque fois. Je dis à chaque fois parce que si vous faites de l'histoire des technologies, vous vous apercevez que cette thématique est toujours présente. Enfin voilà, vous avez une répartition qui est toujours grandissante sur la question du streaming, et c'est quand même assez impressionnant quand on voit les usages qui sont en train d'émerger sur le partage des vidéos. Et puis ça, c'est pour finir sur une note négative, mais c'est quand même important. Je parlais des métaux rares. Là, on est au Ghana, dans une des décharges qui, bien évidemment, n'est pas la plus légale qui soit, c'est pour ça que je vous parlais aussi de la responsabilisation de chacun à la question des villes. C'est qu'aujourd'hui, moi je travaille avec beaucoup de collectivités, et en gros, ça se comprend, mais une collectivité se dit, moi je veux que ma ville elle soit verte, je veux que ma ville elle soit durable, je veux que ma ville tout ça. Et une fois sortie des frontières, pour le coup, là on retrouve vite la question des frontières d'une ville. Une fois sortie des frontières géographiques pour ce qu'elles valent et des frontières politiques, la question du recyclage de nos objets qu'on envoie dans les autres pays, parce qu'on ne sait pas le faire, est rarement posée. Et que, du coup, la question de l'intérêt général vis-à-vis de la conception de ces objets, que sont les services urbains numériques, qui d'un côté facilitent le quotidien, permettent des économies d'énergie substantielles. Une ville comme Dijon, ils misent parce qu'ils vont passer en éclairage LED, parce qu'ils vont connecter tout ça, ils visent une économie d'énergie de 70% à l'échelle de la ville, donc c'est pas rien. Néanmoins, il faut produire ces objets-là, il faut les recycler, derrière il y a des serveurs, il y a tout ça. Et que du coup, l'intérêt général, c'est la question des échelles que je vous proposais tout à l'heure. C'est de se dire qu'une fois qu'on est sorti de la ville, est-ce qu'il n'y a pas une question d'intérêt général qui est à la fois mondiale, voire terrestre. Merci à vous pour...